Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Magazine pluriel. Hélène Assabi. Auditeurs de Radio Lomé, bonjour, merci de nous rejoindre pour ce journal Magazine pluriel. Voulez-vous découvrir les objets d'histoire du Togo? Eh bien, nous vous emmenons faire un tour au musée national. La journée internationale des musées est observée ce 18 mai. RDC, le président Félix Tshisekedi tape du poing sur la table. Il déplore le comportement de certains députés qui exigent de l'argent avant de voter pour ou contre une loi. Le président l'a assuré, il n'hésitera pas à dissoudre l'Assemblée nationale si ces pratiques se poursuivent. Nous avons deux invités dans ce journal Magazine pluriel. Madame Tchédré Niam, psychologue de santé au Centre des œuvres universitaires de Lomé, et Madame Inoussa Wadja, directrice du CEG Avenou. Elles nous parlent respectivement des risques liés à l'utilisation des stupéfiants et les comportements à adopter par les apprenants pour réussir à leur examen. Et puis sport football, Asco de Kara, Gomido de Palimé, c'est l'affiche de la deuxième demi-finale de la Coupe du Togo, demain à Takpamé pour une place en finale. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Le président de la République, Faure Essosmna-Gnassingbé, continue de recevoir des messages de félicitations dans le cadre de l'indépendance du Togo. Les derniers en date émanent de plusieurs dirigeants ainsi que des institutions internationales. Il s'agit du Haut Commissariat du Togo au Ghana, de l'Organisation internationale de la francophonie, d'Israël, de la Turquie, du Sénégal, du Bénin, du Vietnam, du Koweït, de la République de Maurice et de la Serbie. Le doyen d'âge, conformément à l'article 1er alinéa 2 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, informe les députés élus lors du scrutin du 29 avril 2024 que la session de droit s'ouvre le mardi 21 mai 2024 à 9h au siège de l'Assemblée nationale. Autre sujet, bientôt un stage pour les élèves en gestion des collectivités locales de l'École nationale d'administration ENA. Les encadreurs se préparent pour que ce stage soit une réussite. Une cinquantaine de maires et secrétaires généraux de communes ont été formés hier à Lomé. Une initiative de l'École nationale d'administration en collaboration avec la GIZ. Alou Noyoué. Le stage est l'occasion d'apprendre, de se confronter au travail et de mettre en pratique ses connaissances et acquis professionnels. Il revêt une importance capitale selon Kolani Nayanjoa, directeur des études et stages à l'ENA. Le stage occupe une place importante dans le dispositif de formation des élèves au niveau de l'ENA. Depuis 2019, on a ouvert la filière gestion des collectivités territoriales et nous avons voulu élargir le champ d'intervention et de la formation de nos élèves en associant les communes. Donc le stage permet aux élèves de se préparer avant leur entrée dans l'administration. Le présent atelier rassemble les maires et les secrétaires généraux qui sont les premiers responsables des administrations communales, de manière à les sensibiliser sur le stage des élèves qui vont arriver et sur leurs responsabilités dans le souci d'un accompagnement pédagogique beaucoup plus rapproché. Pendant 4 mois, les élèves stagiaires seront dans les communes sous l'encadrement des maires et des secrétaires généraux. Ces derniers auront la lourde responsabilité de les suivre et de les évaluer. Retrouvons Kolani Nayanjoa. Durant l'atelier, nous allons leur présenter la méthodologie organisationnelle du stage. Ensuite, comment est-ce qu'ils vont évaluer au quotidien le travail ou la formation des élèves, puisque ceux-ci vont intégrer les administrations et au quotidien, ils doivent les suivre. À la fin aussi, ils doivent produire une évaluation de leur passage, ce qui va permettre à l'ENA de les noter et cette note va entrer en ligne de compte de leur certification. Pour ce stage, une vingtaine de communes sont préparées pour accueillir 47 élèves en gestion des collectivités locales.
On en vient maintenant au premier titre de ce journal. Ce 18 mai est célébrée la journée internationale des musées. Considérés comme lieu de conservation des objets d'histoire, ces musées sont mis en valeur pour les générations futures. La 47e édition de cette journée est placée sous le thème « Musée pour l'éducation et la recherche ». Pour cette occasion, Solim Tchangaï, Gontran Gamado et Jean-Baptiste Ativor se sont rendus au Musée national du Togo. Voici le reportage présenté par Raoul Tetonyaki. La grande salle du musée située au Palais des Congrès, tel un sanctuaire, dévoile des trésors cachés du Togo. Pierres taillées avec précision, parures scintillantes, gonds, objets de guerre, autant de vestiges qui murmurent les récits à travers les âges. Le thème mondial de cette année, Musée pour l'éducation et la recherche, trouve ici une réponse particulière. Chaque objet exposé n'est pas qu'un décor, mais un support pédagogique, un témoin silencieux des civilisations qui ont façonné le Togo. Le docteur Wembo Sama, conservateur du musée national, fait le lien entre le thème et les objets exposés. Il s'agit de montrer le rôle des musées dans l'éducation et la recherche parce que le musée national du Togo est un espace ouvert aux fréquentations et aux visites à travers des expositions, des collections qui peuvent donc être étudiées et façonner l'acte pédagogique des groupes scolaires qui y viennent. Les objets qui sont collectés, conservés et diffusés doivent donc être documentés. Il faut retracer tant soit peu l'histoire de l'objet et ça se passe à travers des recherches. Nous recevons des groupes scolaires et lorsque les groupes scolaires viennent, ils découvrent beaucoup de choses et le musée apparaît comme un acteur non formel du système éducatif. Le musée ne se contente pas d'exposer les objets. Il raconte une histoire, celle du Togo. Des photographies jaunies, des documents officiels, des objets symboliques retracent les étapes de la marche du Togo vers l'indépendance. Retrouvons Dr Wembo. L'exposition historique dans ce musée national du Togo est montée suivant des thématiques précises, dont la première commence par la tête négrière. Les scolaires qui viennent dans ce musée auront l'occasion de voir ce que c'est qu'un fort négrier, qui ont été donc construits par les négriers entre le 15e et le 19e siècle sur la côte des esclaves. On a également des documents qui sont liés à une thématique qui est donc la colonisation avec le roi Malapatra de Togoville. Et les élèves verront la photo de ce personnage allemand à partir duquel l'entité territoriale togolaise est née. Également une copie de ce traité qui a été rédigé en anglais, signé à Baguida, y est exposé. Au thème de notre exposition également concernerait le Togo post-colonial avec les différentes figures politiques ayant marqué la mort du Togo d'indépendance et le Togo moderne. Au Musée national du Togo, l'on découvre certains pans de notre histoire relatés en images, photos et en archives. Merci à vous Raoul Tetonyaki pour ce tour au musée national. Et l'art culinaire est l'un des identifiants culturels des peuples au Togo. On peut reconnaître des communautés par leur manière de faire la cuisine, notamment par les différentes sauces. C'est le cas au Togo des peuples Naouda et Lamba. La sauce du haricot, appelée Chegbalarou ou Chinyargou, fait beaucoup parler d'elle pour son goût sans pareil. Charlotte Ahar a surpris Damiawa en pleine cuisine à Toglikopi. Bonjour madame. Bonjour. Nous sommes à la cuisine comme ça. Quelle sauce vous êtes en train de préparer? Je suis en train de préparer la sauce Chegbalarou. En pays de Palais, on appelle ça Chegbalarou. Ça se fait comment? C'est une sauce qu'on prépare avec l'haricot à moitié écrasé. Tu mets l'eau et l'eau de potage traditionnelle sur le feu. Tu écrases les haricots à moitié, tu le laves, tu le mets. Quand ça se cuit à moitié, tu mets la moutarde avec le piment que tu as écrasé, déposé. Après quelques instants, tu mets soit le gombo, soit gombo sec, soit hasso. En hébreu, on appelle ça estro. Dans notre langue, on appelle ça hasso. Donc tu mets ça et tu donnes du temps, ça se cuit. Tu mets le reste, le cuivre, le sel, avec les petits poissons. Si vous voulez, vous pouvez mettre de la viande, du poisson fumé ou autre. Mais surtout, ça marche bien avec le petit poisson. Quand tu finis avec le petit poisson, comment ça se passe? Tu laisses cuire quelques instants et tu enlèves ça du feu. Tu mets la potage traditionnelle
dans l'assiette et tu bats ça avec de l'huile rouge pour terminer de préparer la sauce par terre. Et souvent, c'est à quelle période même vous avez cette sauce? Ça se fait à n'importe quelle période, mais quand l'haricot sort bien là, ça se fait très bien et c'est très appétissant. On mange ça avec la pâte de en pays de Valais ou bien Koumé. La sauce du haricot est prête et c'est parti pour la dégustation. Le haricot est l'ingrédient principal de la majorité des sauces en pays Lamba et Naouda. Il est associé avec d'autres ingrédients comme le gombo, estro ou feuilles de basilic africain, les feuilles de baobab, de capoquier et bien d'autres. Cette légumineuse peut accompagner ses propres feuilles pour préparer la sauce de tobat en naoudam ou tchohos en lamba. Bonne dégustation à toutes et à tous. Oui, merci Ahar, nous avons déjà de l'eau à la bouche. Culture toujours au auteur de la célèbre citation en Afrique. Quand un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle. Amadou Hampâté-Bâ est mort il y a de cela 33 ans, le 15 mai dernier. Redécouvrons l'homme et ses œuvres à travers ce dossier de Geneviève Oignon. Écrivain et ethnologue malien, défenseur de la tradition orale, notamment Peul, Amadou Hampâté-Bâ est né en 1901 à Bandiagara, au Mali. Le 18 novembre 1960, il lance lors de l'Assemblée générale de l'UNESCO son appel en Afrique quand un vieillard traditionnaliste meurt. C'est une bibliothèque inexploitée qui brûle. Cette formule devient proverbiale. Membre du conseil exécutif de l'UNESCO de 1962 à 1970, il est aussi appelé le sage d'Afrique et le sage de Makori. Amadou Hampâté-Bâ fut également membre de l'Académie des sciences d'outre-mer. Il a reçu le prix de la langue française en 1975, le prix Tropique en 1991, Grand Prix littéraire d'Afrique noire en 1991 et le prix de l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine. Passionné par le patrimoine culturel africain, poète, historien, philosophe, anthropologue, romancier, Amadou Hampâté-Bâ le recueille, le transcrit et le traduit dès son plus jeune âge pour le sauvegarder et rassemble de précieuses archives en français, en poulard, en adjami, en bambara, en arabe, qui alimentent ses œuvres. Il collecte, commente et publie ainsi de nombreuses traditions orales et accorde une grande importance aux valeurs de solidarité et de responsabilité présentes dans les civilisations africaines et traditionnelles. Amadou Hampâté-Bâ a une vingtaine d'ouvrages à son actif. 33 ans après sa disparition, il incarne désormais cette bibliothèque qui a brûlé. Autre sujet dans ce journal et nous parlons de religion. Demain dimanche, les chrétiens de par le monde célèbrent la fête de la Pentecôte ou la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres. Pour préparer cette célébration, moment de recueillement de prière est important et chez les catholiques, il s'agit de la neuvaine, une période où le chrétien se confie à Dieu en demandant des grâces. Que peut-on comprendre par neuvaine et quelle est son importance dans la vie du chrétien? Edo Assignon pour des précisions dans ce magazine. Adoration, louange, prière, voilà les refrains qui caractérisent ce moment de neuvaine dans les églises, surtout catholiques. Les fidèles expriment davantage leur dévotion au Seigneur en cette période de neuvaine, un moment de demande et de grâce et surtout à se préparer pour l'arrivée de l'Esprit de triomphe. Révérend Père Martin Magnon, vicaire à la paroisse Saint-Joseph de Toblekopi. Et le Saint-Esprit, le nom le dit, il est saint. Et pour l'accueillir, il faut l'accueillir dans un cœur pur, un cœur préparé, un cœur sans tache, un cœur sans faute. Et donc, nous nous préparons à cette fête pour demander au Seigneur de nous libérer de toute souillure, de nous libérer de toutes les erreurs pour accueillir le Saint-Esprit dans un cœur saint, un cœur purifié, un cœur sanctifié. Tout chrétien qui connaît l'importance du Saint-Esprit ou bien désireux peut faire cette neuvaine et se préparer pour la réception du Saint-Esprit, sa réception.
La neuvaine reste un approfondissement spirituel, une période consacrée à la prière pour une immersion profonde dans la méditation. Elle permet à un chrétien de redonner une nouvelle orientation à sa personne. Révérend Père Elias Hodogbe, curé de la paroisse Christ Risorto de Hidranaoui. La Pentecôte, c'est l'avènement de l'Esprit Saint sur les apôtres que nous commémorons. Ce n'est pas un exercice passif, mais un exercice actif, c'est-à-dire que nous voulons revivre les mêmes choses que les apôtres ont vécues le jour-là même où l'Esprit Saint est descendu sur eux. Et donc, pour cet événement, il faut une préparation pour se désencombrer, c'est-à-dire être quand même capable de recevoir l'Esprit Saint. Ce n'est pas n'importe quel esprit, c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Fils et du Père. Pour le recevoir dans les bonnes conditions, il faut aussi nous préparer par le désencombrement de notre vie et surtout à donner à l'Esprit de trouver place dans notre vie. Voilà pourquoi nous nous préparons à cet avènement de l'Esprit Saint à travers cet exercice que nous appelons la neuvaine préparatoire pour la Pentecôte. Pour une neuvaine réussie et pleine de grâce, le chrétien doit observer 9 étapes, à savoir l'intention, faire le choix de la dévotion, se préparer, créer un lieu propice, planifier un créneau, prier, écouter, remercier et aller à la messe. Vivement que tous les cœurs soient sanctifiés pour revivre la Pentecôte. Et nous poursuivons avec ce communiqué. Le secrétaire général du comité de coordination pour les filières café-cacao informe les producteurs sur les prix indicatifs. Hervé Sigbono. Du 16 au 30 mai prochain, les prix indicatifs aux producteurs sont déterminés sur la base des cours mondiaux. Ainsi, le café Saint-Robusta se vend 1360 francs le kilo et le cacao qualité supérieure 3365 francs le kilo. Ces prix sont essentiellement calculés par rapport à l'échéance de juillet dernier pour le café et pour le cacao. Actualité sur le plan international RDC, le président congolais Félix Tshisekedi s'est adressé hier soir aux députés de sa famille politique. Cette réunion avait pour objectif d'appeler à une discipline rigoureuse au sein de la majorité et de donner des orientations claires concernant l'élection des membres du bureau de l'Assemblée nationale. Angèle Huntonji. Pour cette première réunion, le ton était ferme. Félix Tshisekedi a appelé à l'unité et a déploré que lors de la législature précédente, certains députés exigeaient de l'argent avant de voter pour ou contre une loi. Le président l'a assuré, il n'hésitera pas à dissoudre l'Assemblée nationale si ces pratiques se poursuivent. L'autre point majeur de cette rencontre concernait la gestion des ambitions pour occuper les postes du bureau de l'Assemblée nationale. À l'exception du poste de président de la Chambre basse, acquis par Vital Kamerhe, vainqueur d'une primaire, Félix Tshisekedi a insisté sur la nécessité de revoir la composition du ticket de l'Union sacrée. Il a souligné l'importance d'intégrer les femmes et de garantir la représentation de l'espace composé de l'ancienne province orientale. Concernant le gouvernement, le président a simplement indiqué que sa composition sera annoncée très bientôt. 406 élus étaient présents, dont 46 chefs de regroupement politique. Angèle Moutonji, Rwanda, c'est le premier candidat à déposer officiellement son dossier à la commission électorale hier pour la présidentielle du 15 juillet prochain. Le chef de l'État, Paul Kagame, président depuis 2000, brigue un 4e mandat. Les autres candidats ont encore jusqu'au 30 mai pour déposer leur dossier. Parmi les personnalités qui ont déjà annoncé leur intention de se présenter se trouve le député Franck Habineza, fondateur du Parti vert démocratique, seul parti d'opposition autorisé dans le pays. Au Cameroun, le défilé du 20 mai prochain pour la fête de l'unité nationale va se dérouler sans l'opposant Cabral Libi, raison évoquée par les autorités des dissensions dans le parti susceptibles de perturber l'environnement des festivités. L'opposant dénonce un acharnement de la part des autorités.
La Banque mondiale a annoncé hier qu'elle allait reprendre ses décaissements au Niger pour relancer d'importants projets. L'organisation avait suspendu ses déboursements le 2 avril dernier, juste après le coup d'État. Cette reprise des décaissements s'explique par l'apurement des dettes nigériennes. Edmond Soba. L'appurement de ces dettes était une condition à la reprise des déboursements. C'est désormais chose faite. Conséquence, il est prévu que les décaissements sur tous les projets en vigueur de la Banque mondiale reprennent dans les jours à venir. Avec ces décaissements, d'importants projets comme celui du barrage hydroélectrique de Kandaji à l'ouest de Niamey, projet qui était paralysé depuis des mois en l'absence de financement. La Banque mondiale note que les quelques interruptions de financement ont affecté surtout les grands projets d'infrastructure, mais reconnaît quand même que pour la majorité des projets, les autorités ont continué d'une manière ou d'une autre leur mise en œuvre. Cette reprise est une bonne nouvelle pour Niamey. Et pour cause, en 2022, l'institution avait dépensé pas moins de 1,5 milliard de dollars au Niger dans ses différents programmes d'aide. Ce communiqué qui vient de nous parvenir, communiqué du ministre des Armées. Le ministre des Armées communique à l'intention des candidats dont les noms sont retenus après étude de dossier pour passer le concours d'entrée à l'école du service de santé des armées de Lomé et Salles, session 2024, que ce concours se déroulera les mardis 4 et mercredi 5 juin 2024 au lycée de Tokwa 1, Colombe de la Paix à Lomé. À cet effet, ils sont priés de se présenter pour l'écrit aux dates et lieux sus-indiqués à 6h30 munis de leur pièce d'identité, leur quittance de dépôt de dossier et de quoi écrire. La liste des candidats retenus sera publiée dans le quotidien Togo Presse et sur le site web du ministère des Armées www.defense.gouv.tg. Rubrique invitée à présent, encore quelques jours pour les examens de fin d'année au Togo. Et les apprenants se préparent activement pour ne rien rater. Cependant, il faut en dehors des révisions adopter certains comportements en ces périodes afin de réussir. Nous recevons dans ce journal Inoussa Wadja Isbatou, directrice du CEG à Vénou à Lomé. Elle répond aux questions de Charlotte Ahar. Bonjour Madame la directrice Isbatou. Bonjour. L'année scolaire tire vers sa fin, les élèves se préparent pour les examens. Comment ces derniers doivent-ils se prendre pour les révisions? Oui, merci beaucoup pour l'opportunité que vous me donnez encore de parler des temps des années. Lorsqu'on parle d'examen de fin d'année, c'est la sommation. Je pense que l'apprenant n'a pas grand-chose à faire. S'il a bien suivi son cycle, s'il a reçu tout ce que l'encadrement lui dit, ce que ses professeurs lui disent, et s'il a bien accepté ce qu'on lui dit, je pense qu'il n'aura pas de problème. En ce sens où ils ont eu à faire des interros, ce sont des questions qui ont eu droit aux réponses. Ils ont eu à faire des devoirs avec des questions qui ont eu droit aux réponses et ensuite la composition. Et à chaque évaluation, il y a des corrections qui se font. L'apprenant doit avoir des cahiers par matière, cahiers où il prend note. À chaque fois, après un devoir surveillé, à chaque correction, il prend note, il met le sujet à côté. Ainsi de suite, il fait un bloc par matière. Et donc, pendant la période de révision, il n'est même pas obligé de repartir vers ses cahiers, 200 pages, gros volume, 300 pages, pour dire qu'il va encore recommencer par bûcher. Il suffit de commencer par les premières interrogations, les premiers devoirs et les questions répondues en classe, les questions posées en classe par le professeur, à la suite des évaluations après chaque cours, ou bien à la suite d'un contrôle initial au début de chaque cours, tout ça, il prend bien note. Donc c'est ça qu'il prend ce cahier et il voit les questions qui ont été déjà posées et il voit les réponses. Ainsi, il fait ça chapitre par chapitre, devoir par devoir, interrogation par interrogation, et la composition aussi avec son corrigé. Alors, s'il révise tout ça, là, je pense qu'il n'a plus le droit de dire qu'il a des volumes à dévorer. C'est comme ça les démarches pour préparer un examen. Et maintenant, à la suite de ça, il peut avoir oublié.
il peut poser des questions à son enseignant, il peut poser des questions à son groupe de travail, il peut poser des questions à ses camarades de classe pour savoir un peu plus. Peut-être qu'il n'a plus bien compris ce qu'il avait pris comme note. Voilà ce que je peux dire par rapport à comment réviser pendant ou bien pour les examens. En dehors des révisions, y a-t-il des activités récréatives nécessaires à ces moments? Lorsqu'on prépare un examen, est-ce qu'on se coince dans les quatre murs? On n'est là plus d'amitié, rien? Non. Il faut aussi des activités qui détendent un peu, que nous pouvons appeler des activités récréatives. Alors, pendant cette période d'examen, quelles sont les activités qui sont recommandées ou bien qui sont acceptées pendant cette période d'examen? D'ailleurs, pour tout apprenant, l'apprenant n'a pas le droit de faire toutes les activités récréatives. Il doit être encadré par ses parents et ses enseignants et savoir quelle activité mener en tant qu'apprenant au cours de l'année comme pendant les examens. Les préparatifs des examens, cette période n'étant pas une période où l'apprenant doit se cloîtrer dans les quatre murs ou bien se priver de tout, il peut avoir des distractions. Alors, il peut avoir le sport dans son encadrement, dans sa planification qui est faite par les parents et aussi par les enseignants. On peut lui insérer quelques minutes de sport hebdomadaire. La marche, après avoir passé plusieurs heures sur le cahier, en révisant les cours, il peut sortir, marcher un peu. La maman peut lui dire, tu peux aller me chercher ceci. Ça te permet de te détendre un peu. Et ça, c'est avec un bon suivi pour qu'il n'y ait pas de déraillement. Dans les distractions, on peut l'autoriser à suivre la télé. Surtout que l'enfant doit bénéficier d'une culture générale dans sa vie et qui peut même être un sujet d'examen. Donc on l'autorise à suivre des bonnes émissions à la télé. On peut l'aider en lui citant quelques émissions qu'il doit suivre. Parce que pour que l'enfant soit un membre utile demain dans la société, il y a ce côté qu'on appelle la culture générale. C'est un bagage aussi que l'enfant doit avoir. Et là-bas, il y a des apports lors de l'apprentissage, mais aussi l'enfant, pour avoir un bagage de culture générale, s'auto-éduque. Pour cela, il peut suivre la télé, suivre quelques émissions autorisées. Donc, il est autorisé à faire des activités récréatives, sortir sur la télé et faire du sport. Et à ce moment-là, on peut éviter aussi des visites de ses camarades parce que c'est des sources de distraction, sauf si c'est des groupes de travail. L'alimentation joue un rôle sur le mental de l'apprenant. Comment les élèves doivent-ils s'alimenter pendant les révisions? Nous le savons tous, un enfant qui s'alimente bien, qui a tous les trois catégories d'aliments, à savoir les aliments énergétiques, les aliments de croissance et les aliments d'entretien. Cet enfant est épanoui parce qu'il n'est pas malade. Les maladies le guettent peu. Mais pendant la période des examens particulièrement, on doit aider l'enfant à ce qu'il ait de bonnes rations alimentaires. Il peut avoir à consommer des aliments énergétiques. Pour la plupart, ce sont des fruits, des agrumes, oranges, cerises, des gingembres, abricots, la spiruline que nous connaissons peu ici, mais qui existe aussi. Et aussi une alimentation. Par exemple, la spiruline, c'est une protéine, bien sûr, mais qui est riche, qui est énergétique et qui est un coupe-faim d'ailleurs. Ça coupe la faim et donc ça n'autorise plus l'enfant à grignoter, se lever pour grignoter. Et à part les aliments énergétiques, tels que je l'ai cité, les fruits, oranges, abricots, et la banane, et le cacao, tout ça là, additionné au miel. Je pense que en dehors de la pâte, qu'on peut diminuer la quantité à l'enfant pendant les examens parce que la pâte, c'est un aliment trop lourd, fait dormir. Donc les pamplemousses, ça là, qui apportent de la vitamine C, avocat et tout ça là, riche en magnésium, dont l'enfant en a besoin. Pendant cette période, il faut que les parents veillent à ce que l'enfant mange bien. En ces périodes, certains apprenants se privent de sommeil. Quel est le temps de sommeil pour mieux affronter son examen? C'est un faux problème. L'adolescent, la tranche d'âge qui se situe entre 14 et 17 ans, a besoin de sommeil entre 9h et 10h. Si nous prenons, c'est la moyenne, c'est 9h. Maintenant, nous remarquons que pendant les examens là, comme l'adolescent a eu le temps d'accumuler des retards, il veut se rattraper en voulant veiller. Et ça affaiblit son système nerveux. Parce que nous devons le savoir, le sommeil est un grand remède pour l'organisme. Et les enfants en ont besoin. Donc il n'y a pas
à dire qu'on va écouter le sommeil. Tout est programme, toute l'année, si le travail a été bien fait, on n'a pas besoin de venir veiller avant de pouvoir réussir à un examen. Tel que nous le savons, le manque de sommeil provoque un grand bouleversement du système cardiovasculaire. Ça entraîne après une fatigue accablante qui dure toute la journée. Ça augmente l'irritabilité et avec de fortes variations de saut d'humeur. Et ensuite, et ça peut même conduire à une dépression et des troubles d'attention, échec de mémorisation, donc d'apprentissage. Si l'enfant ne veut pas mémoriser, ne peut pas prendre. Donc ce que je pouvais dire par rapport au sommeil, c'est que le sommeil est très important. Lorsque ça manque, ça provoque un trouble général de l'organisme. L'adolescent, pendant cette période, a besoin d'une vigueur, d'être bien au réveil. Il ne faut pas que ce soit au réveil qu'il somnole pour pouvoir réviser. Si je vais conclure sur tout ce que je venais de dire par rapport à un examen, et la période d'examen préparatif comme en plein examen n'est pas une période spéciale. C'est toujours comme nous sommes à l'école et l'apprenant doit se comporter comme il se comporte. Il ne faut pas se priver de distraction, ni de sommeil et ni de s'alimenter mal. Parce qu'on apprend, on ne peut plus manger. Et donc, il doit éviter de veiller de trop et se reposer au maximum pour pouvoir embrasser ses journées. Pendant qu'il prépare l'examen, il a droit aux distractions, on l'a dit. Et donc, les parents doivent veiller à ce qu'il mange bien. Les parents doivent veiller à ne pas surcharger les apprenants. Et il y en a qui abusent, certains parents abusent en disant que qu'est-ce qu'il y a? Moi aussi j'ai été à l'école, j'ai continué par aider mes parents, même en examen, ils l'ont laissé. Si vous savez que votre enfant, vous êtes dans les tâches domestiques, vous pouvez lui faire des dérogations pendant l'examen, en lui disant que tu ne vas pas cesser complètement, mais je vais diminuer pour toi. Et une fois que tu finis, tu reprends au rythme ancien. Et en plus, donner des conseils aux enfants en tant qu'une doyenne de l'éducation. Ça fait 31 ans que nous sommes là-dessus. Je voulais dire que tout apprenant doit savoir que le premier jour de la rentrée est encore égal au dernier jour de la rentrée. Merci beaucoup, Madame Inoussa Wadja Isbat. Merci à vous, Madame, pour les honneurs que vous venez de me faire en me tendant votre micro. Et en ces périodes d'examen, certains apprenants utilisent des stupéfiants. Le phénomène devient inquiétant. La prise de ces stupéfiants peut entraîner des risques sur la santé des jeunes. Pour plus de détails, nous recevons Madame Tchetré Niam. Elle est psychologue de santé au Centre des œuvres universitaires de Lomé. Elle répond au micro de Sibyl Lawson. Madame Tchetré Niam, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue de santé et avec vous, nous parlons de la consommation des stupéfiants chez les jeunes. Donnez-nous d'abord quelques exemples de drogues consommées par les jeunes. Les drogues les plus consommées chez ces jeunes, nous avons entre autres le cannabis, la cocaïne, le chanvre indien, l'héroïne, l'ecstasy. Dites-nous, qu'est-ce qui peut pousser les jeunes à s'intéresser à ces produits? Ils s'intéressent très souvent à ces produits à cause des effets que cela procure et qui les aident à résoudre leurs supposés problèmes d'anxiété, d'angoisse, de solitude et de culpabilité. Ce sentiment qui crée une souffrance va conduire ce jeune à aller s'adonner à ces substances-là pour pouvoir gérer ce sentiment douloureux. Pour exemple, les jeunes étudiants ou les jeunes élèves qui ont un problème de phobie sociale, de timidité, qui doivent se retrouver à présenter un exposé devant un public. Ces personnes ayant peur d'affronter le public font recours à ces genres de substances pour être performants. Quels peuvent être alors les effets immédiats de la consommation de la drogue chez les jeunes? Effet immédiat, nous avons l'altération de l'état de conscience. Vous allez voir un jeune garçon ou une jeune fille qui vient de prendre cette substance, vous avez l'impression qu'il est perdu. Il est dans un autre monde parallèle. C'est la mauvaise coordination des gestes. Vous allez remarquer par exemple qu'au cours d'une évaluation ou pendant un cours, l'étudiant ou le jeune élève a de la difficulté à écrire sur sa feuille ou son rabat. L'étudiant
a de la difficulté à se rappeler même de son prénom, de sa faculté. Y a-t-il aussi des conséquences à long terme? Les conséquences à long terme, nous pourrons observer des tremblements, et le rythme cardiaque qui change. Vous allez remarquer que la personne perd complètement la tête. La consommation de la drogue affecte les résultats scolaires par l'altération de la conscience, le déficit de l'attention et les troubles de mémoire. Ces substances agissent vraiment très négativement sur le cerveau. Qui dit cerveau dit intelligence. Et quand le cerveau est affecté, toutes ses capacités à apprendre, à se concentrer, à retenir seront également altérées. Maintenant, nous allons parler des parents. Que peuvent-ils faire pour prévenir la toxicomanie chez leurs enfants? Pour résoudre ces problèmes, les parents doivent sensibiliser leurs enfants. Faut pas forcément attendre que l'enfant, le jeune garçon ou la jeune fille se retrouve dans le problème avant de chercher des solutions. Il faut déjà prévenir, discuter avec les enfants, les écouter. Quand vous remarquez que quelque chose ne va pas avec votre enfant, prêtez une oreille attentive. Peut-être en écoutant, vous pouvez apporter une solution qui va l'aider et cela va l'empêcher d'aller faire recours à ces genres de substances. Parfois, comment ça se passe? Ces enfants-là, ayant des problèmes, ne sachant à qui se confier à leurs camarades. Et ceux-ci, de bouche à oreille, va lui dire, mais tu sais, et quand moi j'avais ce problème, c'est cette substance-là que j'avais eu à prendre et c'est ça qui m'a aidé. Ah ben lui aussi, il ira essayer et petit à petit, cela va créer de grands dommages. Madame Tidrenyam, je rappelle que vous êtes psychologue de santé. Pour une personne déjà addicte, quelle stratégie utiliser pour la ramener sur le droit chemin? Les stratégies pour amener une personne addicte sur le droit chemin, c'est l'amener premièrement à suivre une cure. Il y a plein de centres ici à Lomé et même à l'intérieur du pays qui s'occupent de ces cas. Amener ces enfants-là, ces jeunes-là, chez un professionnel de la santé mentale, soit un psychologue, un psychiatre, et grâce à la psychothérapie, aux cures, comprendre et soutenir la personne concernée pour favoriser son adhésion à la thérapie. Madame Tidrenyam, merci. Un grand merci à la radio Lomé. Sport football pour terminer, la Coupe du Togo est à l'étape des demi-finales. Ce dimanche, Asko et Gomido s'affrontent à Takpamé pour une place en finale. Kilim Poyote. 4 fois champion du Togo, 1975, 1976, 1987 et 1995, le club de la préfecture de la Kosa, Asko, aspire à atteindre la finale de la Coupe du Togo édition 2024. Pour y parvenir, il faudra écarter un autre mastodonte du championnat d'élite togolais, Gomido de Kpalimé, qui n'a gagné qu'une seule Coupe du Togo, celle de 2018. Un choc en perspective au milieu des 7 collines de la ville d'Atakpamé entre l'actuel leader du championnat et le 3e au classement. Autre discipline, le Tour cycliste international du Togo revient après 5 années de pause. Pour la première fois, l'événement qui aura lieu du 3 au 9 juin prochain est confié à un nouveau promoteur local, Yuka & Partners. Le premier jour du Tour sera consacré à un transbordement de la caravane à Dapaon. Saint-Cassé, Dapaon, Kara, Soutboua, Amouoblo, Vaughan et Lomé seront les villes qui accueilleront le Tour cette année. 13 équipes de 11 pays différents sont attendues pour ce Tour international cycliste du Togo. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Voilà, ce journal magazine Pluriel se referme. Merci à vous de l'avoir suivi. Nous disons également merci à Sati Tiné à la technique, à la réalisation. C'était Angèle Routondi et Hervé Sigbonou. Le rappel des titres. Voulez-vous découvrir les objets d'histoire du Togo? Eh bien, dans ce journal, nous vous avons amené faire un tour au musée national. Et c'est dans le cadre de la journée internationale des musées observée ce 18 mai.
RDC, le président Félix Tshisekedi tape du poing sur la table. Il déplore le comportement de certains députés qui exigent de l'argent avant de voter pour ou contre une loi. Nous avons eu deux invités dans ce journal, Madame Tchédré Niam, psychologue de santé au Centre des œuvres universitaires de Lomé, et Madame Inoussa Ouadja, directrice du CEG à Venou. Elles nous ont parlé respectivement des risques liés à l'utilisation des stupéfiants et les comportements adoptés par les apprenants pour réussir leur examen. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg